Bienvenue à tous, je suis ravie de vous accueillir sur Pépin Podcast, qui a pour mission de mettre en avant des héros ordinaires. Les personnes que vous allez entendre ont décidé de se battre chaque instant dans un quotidien bouleversé par une maladie, un accident, un handicap ou une épreuve qui a chamboulé leur vie. Je m'appelle Pauline, je suis sensible depuis toujours aux histoires et parcours de vie atypiques et j'ai décidé qu'il était temps de mettre à profit mon accent chantant pour faire ce que j'aime le plus au monde. Partager et échanger avec des personnes remarquables et inspirantes. J'espère que ces témoignages vous aideront à mieux vivre vos petits et grands pépins. Pour ce nouvel épisode, je suis heureuse de vous proposer le touchant témoignage de Mélanie. Maman de 2 enfants, dont un petit garçon de 6 ans atteint du syndrome de Williams-Buren, une maladie génétique rare, elle a rapidement mis son expérience du monde du handicap au service des autres en créant le projet Handicapten. Un site internet et une application qui permet de faciliter la vie des parents d'enfants porteurs de handicap à travers différents outils. Afin de comprendre comment ce beau projet est né, je lui ai demandé si elle était d'accord de nous parler de son histoire. Nous avons abordé des sujets comme l'annonce brutale du handicap, l'équilibre entre le rôle de maman et d'aidant, le casse-tête des rendez-vous médicaux, pour finir avec le mantra qu'elle répète sans cesse à son fils depuis sa naissance. Mais je n'en dis pas plus, je vous laisse découvrir ma conversation avec Mélanie. Bonne écoute! Bonjour Mélanie et merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Je vous ai découverte sur internet en cherchant des podcasts sur la thématique du handicap et je suis rapidement tombée sur votre projet Handicapten qui permet d'aider les parents d'enfants porteurs de handicap. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi ce projet est né ? Alors, pourquoi il est né ? Il est issu complètement de ma propre histoire, puisque moi-même, je suis maman d'un enfant en situation de handicap. Et c'est vrai que on a eu un diagnostic très tôt. Donc, aujourd'hui, mon fils a 6 ans, mais le diagnostic est tombé quand il avait 1 mois. Et quand quelque part, on est tombé dans le monde du handicap vraiment par hasard et avec beaucoup de surprises. Et en découvrant ce nouveau monde, on a compris certaines choses, les difficultés que peuvent rencontrer d'autres parents concernés. Et déjà, on a eu des difficultés, nous, puis on s'est rendu compte assez vite qu'elles étaient partagées par d'autres parents. Et c'est comme ça qu'est arrivée l'idée de mettre en place une plateforme pour soutenir les parents d'enfants en situation de handicap. Et c'est là-dessus qu'on travaille maintenant depuis quelques temps et on espère pouvoir proposer la solution en septembre. Et concrètement, c'est quoi les missions d'Handicapten ? Alors, les missions d'Handicapten, il y en a plusieurs. Ça va être de déjà donner de l'information. Alors de l'information, on va les avoir à travers un podcast qui est déjà en cours. Il y a déjà des épisodes qui sont diffusés depuis septembre 2020, mais on va pouvoir les retrouver facilement sur cette plateforme. Il y aura également un blog où des aidants pourront prendre la parole et publier des articles en réaction à l'actualité ou pour parler de solutions qu'ils ont trouvées face à une difficulté particulière, par exemple. Et puis, il y aura aussi les actualités liées à la plateforme en elle-même, nos propres actualités. Et il y aura une autre fonction qui sera de trouver des bons contacts près de chez soi, des contacts d'aidants, parce que ça peut être toujours intéressant de rentrer en contact avec d'autres aidants, savoir s'ils peuvent nous aider à trouver des informations, à discuter, à se soulager. Rien que de discuter, finalement, ça fait du bien. Ils pourront donc discuter entre eux, mais aussi discuter, alors ça sera dans un deuxième temps, mais on espère pouvoir mettre assez vite en place la possibilité de poser des questions à des experts. Alors des experts, par exemple, j'ai une question pour une orthophoniste ou pour un avocat ou pour une assistante sociale. Voilà. Donc il y aura donc déjà, ça fait 2 fonctions, hein, la fonction s'informer et la fonction trouver. Et puis, donc, la troisième fonction, c'est discuter. Donc, à travers un forum, je pose une question et la communauté pourra répondre à cette question directement parce que ces parents
ont expérimenté des choses, ont des compétences, parce qu'ils ont essuyé les plâtres et donc ils peuvent aider d'autres aidants, d'autres parents, des grands-parents aussi. Hein. On ne se limite pas aux parents, il y a aussi tous les grands-parents, la famille proche, les amis proches qui souhaitent soutenir le noyau dur. Eux aussi, ils ont peut-être des questions, ils pourront trouver sur la plateforme des réponses issues de la communauté. Voilà, donc il y aura ces 3 principales fonctions à partir de septembre. Et puis, en 2022, on espère pouvoir mettre en place une plateforme, une fonction supplémentaire qui sera de acheter et de vendre du matériel d'occasion. Parce qu'un enfant, ça grandit vite, il faut le stimuler tout au long de sa vie. Et puis, plus on renouvelle les jouets pour le stimuler, pour l'éveiller, pour travailler certaines difficultés propres au handicap, ça nécessite des dépenses. Donc, et puis, au bout d'un moment, on met de côté tel ou tel jeu ou tel matériel. Et c'est dommage, ça peut resservir à d'autres. Donc, l'idée, c'est bien d'acheter et de vendre ce matériel d'occasion, lui redonner une nouvelle utilité et qui peut être utile, là encore, à d'autres familles. Quand on arrive dans le monde du handicap, il y a beaucoup de nouvelles notions à appréhender et notamment on utilise beaucoup le terme d'aidant. Quelle est votre définition de ce rôle ? Alors le terme aidant, il y a beaucoup de parents de parents ou de personnes, parce que le terme d'aidant, ça peut être des parents, ça peut être des enfants qui aident leurs propres parents. Enfin, ça englobe tout un tas. Ça peut être un conjoint qui aide sa femme. C'est difficile de se retrouver dans ce terme qui est très froid, quand on est maman d'un enfant en situation de handicap, on est maman, on n'est pas aidante. Alors, le mot aidante, moi, en tant qu'ancienne communicante, ça ne me gêne pas parce qu'il a une définition, donc je comprends que je suis aidante. Mais je comprends aussi ces hommes et ces femmes qui ne ressentent pas une proximité avec ce terme parce que ils se considèrent comme parents et puis c'est tout. Ils font le maximum qu'ils sont en capacité de faire pour leur enfant et c'est tout ce qui compte. Donc c'est un mot un peu compliqué. Pour le définir, je pense qu'on devient aidant quand le rôle de parent, il est plus tout à fait normal. C'est-à-dire qu'on devient aidant quand, par exemple, quand on est au parc avec son enfant, qu'il est sur les jeux et qu'on commence à se dire tiens, c'est bien là ce mouvement qu'il arrive à faire, la psychomote, elle serait contente, faut que je pense à lui dire vendredi. On devient aidant quand on se dit tiens, là, il faut que je le stimule au niveau de la bouche parce qu'il faut penser à faire l'exercice de l'orthophoniste. C'est quand vraiment on dépasse le rôle de parent. On devient un peu expert et on prend le relais des professionnels. Comment vous faites pour rester maman ? Est-ce qu'il y a des moments dans la journée où vous dites là, stop, j'arrête d'essayer de contrôler sa posture ou de le stimuler ou c'est tout le temps ? C'est super dur de lâcher prise parce que de toute manière, on a beau s'entourer de personnes super en termes de professionnels, mais on ne les voit que 1, 2 ou 3 séances par semaine. Donc le reste du temps, c'est nous. Donc on se dit, quand on veut bien faire, faut que je fasse le maximum pour permettre à mon enfant qu'il soit le mieux possible. Et pas regretter après, parce que je crois que c'est le pire en fait. On ne voudrait surtout pas se dire mince, j'aurais pu faire ça. Là, c'est pas du tout concevable. Et en même temps, faut pas tomber non plus dans le piège parce que on est maman, quoi, et qu'à un moment, on est surtout là pour faire des câlins, on est surtout là pour éduquer son enfant aussi, pour lui dire non, pour lui expliquer pourquoi c'est non, et c'est jongler entre ces deux rôles et c'est pas toujours évident. Moi, il y a eu des fois où je pensais trop à le stimuler et peut-être pas assez lâcher prise. Et c'est vrai que
À un moment, je me suis dit, faut que j'arrête, quoi. Faut que j'arrête. Et d'ailleurs, c'est ça qui est bien dans les vacances. Souvent, nous, on a pris le pli de se dire, pendant les vacances, on fait plus de rendez-vous. Fini l'orthophoniste, fini la psychomote, fini le CESAD, parce que maintenant, on est en CESAD. Fini tout ça. Parce que ça permet à tout le monde de penser qu'à nous et rien d'autre. Et ça fait du bien parce que tout le monde se repose vraiment. Loris, il se repose vraiment. Il n'a pas à bosser quoi que ce soit. Et nous, on reprend notre rôle de parents comme tout le monde. Donc, et en même temps, c'est vrai qu'avoir un petit frère, ça rappelle à des choses de parents basiques et c'est tant mieux. Là encore, ce petit frère, il ramène à des choses qui ont de l'importance, se dire, oui, je suis une maman, point barre, quoi. Donc, il faut apprendre à jongler et ça, c'est pas facile. Et je pense que dans les premières années, c'est très difficile. Et justement, qu'est-ce qui est le plus lourd, selon vous, dans le rôle d'aidant ? Il y a plein de choses. Il y a plein de choses. C'est à la fois expliquer sans cesse la différence de son enfant, donc sa maladie, son handicap, soit à ses proches qui ne comprennent pas, soit à des professionnels de santé, parce que c'est une maladie rare. Alors au début, ça c'est hyper violent aussi, ça, j'avais pas du tout conscience de ça, que c'était possible. Moi, j'avais une vieille image du médecin qui sait. Et je me suis retrouvée en rendez-vous face à des médecins qui allaient sur Orphanet, je voyais l'écran, pour aller voir la définition du syndrome de mon fils. Et du coup, je leur récitais ce que j'avais lu, quoi. Et ça, c'est assez perturbant. Et c'est un peu pénible de devoir tout le temps répéter ça. C'est à l'école de répéter sans cesse aux nouveaux professeurs c'est quoi les difficultés, comment on peut faire, qu'est-ce qu'on va mettre en place, etc. De rassurer. Parce qu'en gros, on est tout le temps en train de rassurer les autres. Mais non, ça va bien se passer. Vous allez voir, on va faire ça, je vais vous mettre en relation avec tel professionnel si vous avez des questions. On est toujours dans ce rôle-là. Et puis après, il y a aussi le rôle de coordinateur parce que faut essayer d'être proactif dans la démarche d'accompagnement de son enfant et de se dire tiens, j'ai lu quelque part, j'ai vu régulièrement, j'ai entendu des parents dire ce serait bien par exemple de commencer l'ergothérapie assez rapidement et donc susciter un nouvel accompagnement, aller trouver des idées pour stimuler son enfant au maximum. Donc, en fait, là, on est vraiment dans le rôle d'aidant, c'est-à-dire que ce n'est pas un rôle de parent lambda. Donc, on est tout le temps trouver des solutions, coordonner, expliquer, rassurer autour. Et puis après, il y a toute la partie administrative, chronophage, hyper complexe, remplir des dossiers administratifs pour justifier de pourquoi on a besoin de telle ou telle aide, et de le faire à un rythme régulier parce qu'il faut réitérer sans cesse ces demandes. Donc, et le côté administratif, c'est tout le monde n'est pas bon là-dedans. C'est vraiment très particulier et voilà. Si vous voulez bien, j'aimerais bien en savoir un peu plus sur votre parcours. Donc, vous avez parlé de votre fils qui est porteur d'un handicap. J'aimerais savoir, avant sa naissance, quel genre de femme vous étiez et si vous étiez déjà sensible au monde du handicap. Alors moi, j'étais pas du tout concernée par le handicap. J'ai croisé des personnes en situation de handicap avant l'arrivée de mon fils, mais c'était vraiment très très peu de personnes. Et de façon très occasionnelle. Hein. Je n'avais pas un échange très prolongé, une discussion où je ne les voyais pas plusieurs fois. Donc, ma connaissance sur le handicap a été proche du néant. Quelle femme j'étais, je travaillais beaucoup. J'étais cadre dans la communication. Après, je travaillais dans les médias. Voilà, donc j'avais une vie très très rythmée. J'avais un métier passion qui me prenait beaucoup de temps et d'énergie. Et je m'éclatais là-dedans. Mais c'est vrai que j'étais du genre à commencer à 8h, à finir
à 20h et à reprendre mon ordinateur le soir pour rebosser encore un petit peu. Enfin voilà, j'étais très très investie dans mon travail. Et puis et puis voilà. Donc ça c'était. Alors ça a un peu bougé avec la rencontre avec mon conjoint. Du coup j'ai pris un peu plus de temps pour ma vie perso. Et puis quand mon fils est arrivé, bon là par contre ça a bougé, ça a tout bouleversé finalement. Et si on commence vraiment par le tout début, est-ce que la grossesse s'est bien passée? Alors moi, j'ai une grossesse qui s'est très bien passée. J'avais beaucoup de craintes. Disons que j'étais très stressée par l'accouchement, mais je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui le sont. Donc plus les jours passaient et plus je me disais, mince, ça va être bientôt, comment ça va se passer. Mais j'ai travaillé jusqu'au bout, enfin en tout cas jusqu'aux 8 mois de mémoire, jusqu'à la période légale, toute la période légale. Donc j'ai travaillé, je faisais beaucoup de déplacements, je les ai faits. J'ai pas pris beaucoup de poids, j'ai pris du poids tout à fait normalement. Et puis j'avais pas de douleur, j'avais pas eu de nausée. Et tout se passait très bien. J'ai fait mon suivi auprès d'une gynécologue qui, pour elle, tout se passait très très bien. Elle a fait tous les contrôles, notamment pour la trisomie. Et tout se passait à merveille. Vraiment, j'ai pas eu de problème particulier. Et en même temps, j'avais même pas d'envie spéciale, envie de fraise, tout ça. Pour moi, j'ai jamais ressenti ça. Mais en tout cas, j'ai eu une grossesse très simple, très Quasi parfaite, quoi. comme il faut. Alors, parfaite, ouais. J'ai pas pris un plaisir de dingue parce que c'est pas la période que je préfère, mais en tout cas, ça va. Je dirais que ma deuxième a été beaucoup plus compliquée, mais la première, nickel. Et comment s'est passé l'accouchement? Alors, l'accouchement, lui, par contre, a été assez compliqué. Le cordon était autour du cou de mon fils, donc il y a eu vraiment un vent de panique dans la salle d'accouchement. Il avait des difficultés cardiaques, donc au départ, ils étaient 2 pour m'accoucher, puis à la fin, je crois, à un moment, j'ai levé la tête, je me suis dit, mais c'est pas possible, il y a beaucoup de monde, là, il y avait peut-être 10 personnes, donc c'était très, très compliqué. Mon fils a été en néonat, donc ça a été... il y a eu la question d'accoucher en césarienne, puis finalement, ça a pu se faire, mais il était en grosse difficulté, Loris, pendant son accouchement. Et parce qu'il avait des difficultés cardiaques. Donc, fallait pas que ça dure trop longtemps. Ça, c'est vrai que... Alors, il y a des femmes qui accouchent, elles mettent beaucoup d'heures, etc. Moi, ça a été assez rapide. Mais dans ce côté rapide, il y avait eu un très grand vent de panique parce que ça aurait pu très mal finir, finalement. D'accord. Et quels sont les premiers signes qui ont posé problème, où vous vous êtes dit, où les médecins se sont dit, il y a un souci Alors, le premier signe, c'est un souffle au cœur. Tout de suite, le pédiatre, je crois que c'est quelques heures après, il a entendu. Le lendemain, à la clinique, il est revenu faire ses consultations régulièrement. Ils viennent voir l'enfant, la maman tout le temps. Et là, il a reconstaté donc, le souffle-cœur qui était très présent. Et puis, au bout de 3 jours, mon fils il s'est complètement arrêté. Il est devenu tout blanc. Il a perdu... il est devenu tout blanc. Il ne bougeait plus. Et là, je me souviens, c'était vraiment la panique à bord. Mon conjoint est parti chercher le personnel à proximité. Mais il est reparti tout de suite, mais il y a eu vraiment un moment de flottement où tout s'est arrêté. Donc, du coup, on est resté en observation. Bon. Et puis, je pense que le pédiatre de la clinique voyait aussi des traits au niveau du visage de mon fils. Il avait un petit visage et il avait déjà une suspicion sur une maladie génétique. Il a touché du doigt un petit peu ça. Il a commencé à parler de ça, mais de façon très très légère. Et puis il y avait ce souffle, donc je dirais
4-5 jours après, on avait rendez-vous chez le cardiologue pour ce souffle-cœur. D'accord, mais ils vous ont laissé du coup rentrer chez vous? Ah non, on est resté à la clinique 15 jours. Donc on a eu ce rendez-vous, on était au sein d'une clinique, donc au CHU, on a eu ce rendez-vous avec le cardiologue. Et là, le cardiologue a tout de suite parlé du syndrome Williams-Beren. En plus, mon fils a une sténose aortique et c'est vraiment très très spécifique à ce syndrome-là. Donc c'est une particularité cardiaque. Et donc du coup, déjà, on a entendu le nom de ce syndrome et il nous a tout de suite invités à prendre rendez-vous avec la généticienne pour avoir la confirmation ou non de cette possibilité-là. Et donc, cette généticienne, on l'a rencontrée 15 jours après et un mois plus tard, on avait le résultat génétique avec un test génétique. Alors juste avant de savoir le diagnostic exact, quand on suspecte ce syndrome, comment on vous le dit? J'imagine qu'on met les formes à ce moment-là. Et vous, qu'est-ce que vous ressentez à ce moment-là? Alors, déjà, le pédiatre de la clinique a commencé à parler de maladies génétiques, mais de façon très, 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 très lointaine, sans parler directement de notre enfant. Donc, déjà, il a posé une première graine. Et je pense que ce n'est pas par hasard. C'est parce qu'au cas où c'est ça, je pense que c'est une manière de préparer la famille. Après, le cardiologue, lui, est allé très vite. Il a tout de suite parlé de ce syndrome-là très spécifique. Ça n'a pas été très bien pris par la généticienne parce qu'elle trouvait que ça aurait pu ne pas être ça. Donc lui est peut-être allé un peu vite, mais bon, en même temps, est-ce qu'on peut lui en vouloir? Nous, comment on a réagi au niveau du cardiologue? On s'est interdit d'aller voir sur Internet ce que c'était concrètement, parce qu'on s'est dit on va lire tout et n'importe quoi et peut-être que c'est pas ça. Donc pour nous protéger, on s'est dit bon, on attend d'avoir le résultat final pour aller partir à la recherche d'informations plus précises, mais on va essayer de tenir et de pas laisser la curiosité prendre toute la place. Et je pense qu'on a vraiment bien fait parce que c'est vrai que sur Internet, il y a des images, il y a des vidéos, il y a tout un tas de choses, il y a des témoignages qui font que ça peut vraiment faire peur et faut quand même se protéger. Et puis surtout, moi, je venais d'accoucher, donc on est quand même dans un état de fragilité qui fait qu'il faut faire attention. Et donc, quand le cardiologue a dit à ce moment-là, voilà, c'est peut-être ça, on avait très peur, mais c'était déjà que le début. Et on était peut-être aussi dans une forme de déni parce que c'était peut-être pas ça. Donc, c'était pas sûr, on n'avait pas les tests. Donc, on cherchait encore à se protéger, je pense. Et comment s'est passée l'annonce du diagnostic? Alors, l'annonce du diagnostic, elle s'est faite en 2 temps. Le premier rendez-vous, effectivement, il y avait toujours cette suspicion confirmée qui avait été faite préalablement par le cardiologue. Donc, on nous parle sur le plan la morphologie, des traits communs, la sténose aortique qui fait que... donc une suspicion, mais pendant ce fameux rendez-vous, il y a quand même cette phrase qui dit « c'est peut-être pas ça ». Et en tant que parent... On s'accroche à ça. Ouais, on s'accroche à ça. En fait, on ne retient que ça, parce qu'on se dit « c'est sûr, c'est pas ça ». De toute façon, c'est une naissance sur 10 000. Franchement, on n'a jamais gagné au loto. C'est sûr, ça va pas nous arriver. Ça arrive aux autres, mais pas nous. Et voilà, donc on rentre chez nous, très triste, mais la vie continue parce qu'on a notre enfant, on est heureux, qu'au final, tout va bien. Hein. Enfin, je veux dire, si on sort, c'est vrai qu'on avait quand même des rendez-vous chez le cardiologue 1 fois par semaine, donc les semaines étaient très, très rythmées parce que quand on a un nouveau-né,
entre les biberons, les couches. En tant que maman, on trouve à peine le temps de se laver. Donc voilà, c'est vrai que c'était très très rythmé, mais comme tout parent. Bon, il y avait les rendez-vous chez le cardiologue qui étaient très stressants, mais si on retire ça, c'est à peu près comme tous les parents. Donc on est attrapé par la vie et puis bon, ça continue et on attend le prochain rendez-vous par la généticienne. Et là, bon, il fallait faire les tests génétiques et cette attente pour obtenir les résultats. Et on nous avait dit, on va vous appeler pour venir au CHU pour vous faire l'annonce du résultat. Donc, on s'attendait à voir quelqu'un qui nous appelle pour prendre rendez-vous. L'appel de la personne pour prendre rendez-vous, il ne s'est jamais produit puisque le service génétique a appelé, la généticienne a appelé et m'a eu directement, m'a annoncé le résultat positif, mais par téléphone. Et j'étais à ce moment-là toute seule chez moi avec mon fils. Mon conjoint était reparti travailler et voilà, et tout s'arrête. Ça a été hyper violent parce que déjà j'étais toute seule, que moi je continuais à m'accrocher à la probabilité que non, c'est pas ça, c'est sûr, c'est pas ça. Puis en plus, en un mois, on a le temps de se convaincre très très fort. Et elle me lâche le résultat et elle me dit vous êtes toute seule? Je lui dis oui. Et elle me dit mince, j'aurais peut-être pas dû vous le dire par téléphone. Mais quand la généticienne raccroche, est-ce qu'elle elle fixe un rendez-vous pour que vous ayez un soutien psychologique? Enfin, par quoi commencer quand on a ce genre d'annonce? Alors, elle m'annonce la chose et puis non, elle ne me propose pas de rendez-vous avec une psychologue parce que la psychologue, de toute manière, est en congé mater et qu'elle n'est pas remplacée. Et c'est vrai que, bon, alors sur le coup, peu importe. Et puis, sauf que quelques semaines après, je me dis, tiens, ça serait peut-être pas mal quand même d'en parler à un spécialiste et de poser les petits paquets là et que quelqu'un m'aide à retrouver la surface. Et en fait, j'ai pas réussi à trouver un contact, à trouver le courage, à savoir où chercher. Enfin, je me suis sentie vraiment très seule finalement. Heureusement, il y a des proches qui étaient là et qui ont été super. Mais c'est vrai que j'aurais aimé avoir quelqu'un qui arrive tout de suite sans que j'ai besoin de chercher parce que là, j'ai pas réussi. Elle vous a pas conseillé une association ou quelque chose? Enfin, j'ai l'impression qu'on vous annonce ça et puis qu'on vous laisse livrer à vous-même en fait. Alors, oui, un peu. Après, au premier rendez-vous, là où il y avait une suspicion, et puis on se disait, bon, allez, on va faire des tests génétiques. Là, quand même, si elle nous avait parlé d'une association nationale qui s'appelle Autour des Williams, et avait dit, bon, quand vous allez, si c'est ça, vous pourrez les contacter. Donc ça, pour le coup... faut pas tout critiquer. Ça, c'était très bien, c'était très chouette. Et d'ailleurs, on est dans cette association depuis et on est rentré en contact tout de suite avec eux. Et d'ailleurs, sa présidente était super. Elle a trouvé les mots justes. Et voilà, on s'est senti un peu compris parce qu'elle-même avait eu un diagnostic très très tôt quand son enfant était très très jeune. Donc ça, c'était chouette parce qu'on a eu ce soutien. Mais voilà, c'est tout. Mais c'est déjà pas mal. Est-ce que vous pouvez nous décrire on va dire les grands symptômes liés au syndrome de Williams-Buren? Alors déjà, c'est une maladie génétique rare qui touche moins de 10 000 naissances par an. Alors en général, donc il y a des traits du visage qui sont communs à tous les enfants. Donc ça, c'est assez troublant quand on est parent, parce que c'est vrai qu'on connaît ça, par exemple pour la trisomie 21, mais c'est aussi très visible dans le cas du syndrome Williams-Buren. C'est juste que ce syndrome est moins connu, donc quand on ne sait pas, on ne voit rien. Mais quand tous les enfants sont réunis, par exemple quand on va à un séminaire organisé par l'association, c'est extrêmement frappant et assez perturbant. C'est très visible. Il y a aussi donc
une sténose aortique, un problème cardiaque qui peut être associé, un retard moteur, un retard cognitif possible, des troubles de l'alimentation, une alimentation extrêmement compliquée. Ils sont hypersensibles au niveau de la partie buccale et il y a une hypotonie générale, donc aussi au niveau de la bouche, qui peut rendre la mastication très compliquée. Et puis, il y a une hypersociabilité qui peut être très présente. Et donc, ça, c'est très gentil. Enfin, c'est super mignon quand l'enfant est petit, qui dit bonjour à tout le monde. Par contre, quand il atteint l'âge adulte, c'est tout de suite un peu moins marrant. Alors, je mets du conditionnel sur tout parce que finalement, vu que c'est un syndrome, c'est extrêmement variable d'un enfant à l'autre. Certains vont avoir un fort trouble cognitif, d'autres beaucoup moindre. Certains vont avoir des troubles de l'alimentation extrêmement forts, puis d'autres beaucoup moins. D'autres seront très hypotoniques, d'autres moins. Et l'hypotonie, ça va toucher donc les problèmes de l'alimentation, mais aussi, par exemple, pour être propre, pour le retard moteur, forcément marcher, se lever, etc. C'est tout à fait lié à tout ça. Pour écrire aussi, l'hypotonie, c'est très embêtant. Tenir son crayon plusieurs heures, c'est plus difficile. Donc voilà. Alors, il y a beaucoup de symptômes. D'ailleurs, la généticienne nous a donné, lors du premier rendez-vous, 7 pages recto-verso à lire sur ce que sera notre enfant petit, enfant et adulte. Ça aussi, c'était un très, très bon moment, je m'en rappelle. Mais en tout cas, voilà, il y a beaucoup de symptômes. Ça ce sont les plus visibles. Mais voilà. Et c'est très divers d'un enfant à l'autre. Si vous êtes d'accord, j'aimerais parler un petit peu de votre compagnon. Déjà, j'aimerais savoir s'il a eu la même réaction que vous par rapport à cette découverte du handicap. Comment vous avez fait pour rester... pour communiquer, et quels conseils vous donneriez à un couple qui vient de découvrir le handicap de leur enfant? Des conseils, j'en ai pas vraiment. C'est-à-dire, je pense que le handicap, c'est quelque chose qui est très violent parce qu'on n'est pas habitué, parce qu'il y a peu d'inclusion, quoi qu'on en dise, même s'il y a des choses qui vont de mieux en mieux. Mais comme on est peu en contact durant toute sa vie avec le handicap, c'est vrai que quand ça arrive, c'est hyper violent, on a peur, on ne sait pas ce que ça va devenir, on ne sait pas les difficultés, donc on s'imagine vraiment le pire et on se dit c'est la fin du monde. Alors déjà, ce que je peux dire aux autres parents, c'est que non, c'est pas la fin du monde, ça va être compliqué, mais on peut y arriver. Et puis, donc, les réactions de chacun, elle est vraiment liée à notre propre histoire, à notre capacité à absorber les chocs, je dirais, et puis à notre capacité à nous relever plus ou moins vite. Et ça, on n'est vraiment pas égaux face à tout ça. Quelqu'un qui a une vie extrêmement compliquée dans le passé, forcément, ça en plus, c'est encore une étape. Enfin, voilà, on réagit vraiment de façon très, très différente. Alors, mon conjoint, comment il a réagi on n'a pas réagi de la même manière. C'est vrai que moi, j'avais besoin d'en parler beaucoup. Lui, pas du tout. Et ça, je sais pas si je veux pas tomber dans le cliché des hommes et des femmes, mais je pense qu'il y a quand même une petite différence à ce niveau-là. Je pense que l'homme a besoin enfin, l'homme, j'aime pas du tout dire ça, mais je pense que certains hommes, on va dire, c'est mieux, c'est plus juste, certains hommes ont besoin de réfléchir, de se retrouver et de mûrir la réflexion. Certaines femmes ont plus envie d'échanger, de parler, d'évacuer. Et puis bon, certaines femmes vont avoir l'attitude que je viens de qualifier comme étant masculine. Enfin voilà, donc ouais, ce qui va être plus juste à dire, en tout cas, c'est que certains vont se renfermer, d'autres vont plutôt aller vers l'extérieur. Moi, j'ai allé plutôt vers l'extérieur et lui, beaucoup moins. Mais comment on a réussi, j'en sais rien. En tout cas, je pense qu'on s'est dit qu'on était une équipe, qu'on allait y arriver ensemble.
et que ça allait être super dur, que c'est toujours dur, mais qu'on y arrive ensemble. Et si on n'est pas ensemble, ça peut pas aller. C'est ensemble qu'on peut y arriver. Voilà, je pense qu'on s'est dit ça et que petit à petit, on a avancé et que petit à petit, on pleure de moins en moins. Et puis, on trouve des bonnes personnes, des gens qui nous disent des choses, qui nous font avancer dans la réflexion, dans l'acceptation, qui nous encouragent, qui nous disent qu'on est des bons parents. Ça, c'est hyper important. Il y a des professionnels de santé qui le font très bien. Donc, je pense qu'on a eu beaucoup de chance. On est tombé sur des gens extra qui nous ont rassurés dans notre rôle de parents, qui nous ont donné beaucoup d'espoir, sans nous donner de faux espoirs. Ça, c'est important. Il ne faut pas créer de l'illusion. Et du coup, en avançant petit à petit, on a remonté la pente et on s'est dit, ça marche. Loris va bien, il s'en sort, il va au-delà de ce qui avait été annoncé sur ces fameuses pages qu'on nous avait données sur tous les symptômes. Donc, on doit faire du bon boulot, un bon job en tant que parent. Donc, finalement, on va continuer et ça nous rassure. Et du coup, on avance petit à petit comme ça. Mais j'ai pas de leçon à donner aux autres parents. Chacun fait comme il peut. Et justement, en tant que maman, l'annonce du diagnostic a été dès le premier mois de vie de votre fils. Et c'était votre premier enfant, enfin c'est toujours votre premier enfant. Est-ce que ça a influencé, vous pensez, le rapport mère-enfant ? Est-ce que vous pensez que vous avez été de suite hyper fusionnel ou au contraire plutôt sur la réserve par rapport à cette annonce du handicap ? Je pense pas avoir été fusionnelle. D'ailleurs, mon petit dernier, j'ai un deuxième enfant, est beaucoup plus collant que mon premier. Je sais pas, c'est un vrai pot de colle, mon deuxième. Donc, je dirais pas ça. Moi, je me souviens, je regardais Loris dans les yeux. Je lui disais, mais tu sais, Loris, on va y arriver. Et tu vas nous surprendre, c'est sûr. Et je lui disais ça, mais tout le temps. Et au final, c'est ce qu'il fait. Donc, je sais pas s'il m'a écouté et que c'est rentré dans sa tête et que du coup... il croit en lui, mais en tout cas, je lui disais tout le temps, je crois en toi, tu vas y arriver, on va y arriver, tu vas voir, on va se dépasser, et ça va être super. Et après, est-ce que je suis pas plus ou moins fusionnelle qu'avec son petit frère Après, ce qui était compliqué en tant que jeune maman et première fois, c'est que c'était difficile parfois d'évaluer où c'était à cause du handicap, la difficulté, ou est-ce que c'était juste un enfant comme tout le monde. Et ça, c'était parfois, par exemple, les colères, la frustration, quand ils sont tout petits. Il y a des choses, on s'est dit, en voyant son petit frère, mais ça, en fait, c'était normal. Par contre, les difficultés de l'alimentation, où certains dans notre entourage disaient tous les enfants sont un peu difficiles. Non, là, on a bien vu qu'avec son petit frère, non, c'était très difficile ce qu'on a vécu avec Loris. Un biberon, ça durait 1 heure. Quand il y en a 6 dans la journée, c'est hyper long. Et puis, on s'inquiète énormément. On a peur qu'ils ne mangent pas assez. On a peur qu'ils ne prennent pas assez de poids. Et donc voilà, c'était ça qui était difficile à faire. C'est le curseur. Quand est-ce qu'il faut vraiment s'inquiéter et quand est-ce que ça va... en fait, c'est comme tout le monde. Mais et là aussi, dans l'entourage, c'est ça qui est difficile à percevoir pour les autres. Hein, parce que surtout que c'est pas un enfant dans un... Enfin, il a ses 2 bras, 2 jambes. Donc, un retard moteur, au final, il bouge quand même un peu. Donc, pour l'entourage aussi, c'était difficile d'évaluer et de comprendre ce qu'on vivait. Après Loris, vous avez eu un deuxième enfant. Donc, ma question est un peu délicate, mais je pense qu'elle est quand même hyper intéressante. J'imagine que
vous avez fait le choix donc, d'avoir un autre enfant après votre fils. J'imagine que vous avez eu des craintes. Est-ce que, par exemple, vous avez eu peur de ne pas avoir assez de temps à consacrer à vos 2 enfants? Et quels conseils donneriez-vous à des parents qui hésitent à cause du handicap de leur premier enfant à se lancer dans le projet d'un deuxième enfant? Alors oui, on a fait un deuxième enfant parce que c'est notre projet quand on s'est rencontrés. Hein, alors je dis pas les, les premiers jours, mais c'est vrai qu'on avait un projet de famille, avoir 2 enfants. Et ça, c'était important. Alors quand on a eu le choc du diagnostic, ça, on n'en parlait plus trop. Mais au bout de 2 ans, c'est 1 an et demi, on s'est dit, bon, la vie a continué. On a envie d'offrir un petit frère ou une petite sœur à Loris. Et ma plus grosse crainte, c'était qu'un accident génétique se reproduise, puisque c'est le syndrome Williams-Burren, c'est bien ça, c'est une délétion d'un gène. Et du coup, c'est un accident génétique. C'est pendant la conception, il y a un accident et quelque chose se passe mal. Et c'est pas héréditaire, c'est comme ça. Donc déjà ça, c'est difficile à accepter et à comprendre. Et on avait très très peur que ça se reproduise. Alors du coup, ce qu'on a fait, on s'est renseigné auprès de généticiens et puis on a demandé si la probabilité pour que ça se reproduise est-ce qu'elle est importante ou pas. Et donc là-dessus, on nous a rassurés. On nous a dit ça peut arriver, mais c'est extrêmement faible. Donc déjà, ça nous a rassurés. Et puis après, pendant la grossesse, donc j'ai eu droit à la myosynthèse, forcément. Donc ça a été très très stressant. Voire même, on s'interdit de se dire de trop y croire à cette grossesse jusqu'aux 4 mois parce qu'il y a la myosynthèse qui arrive, on attend ce résultat pour se dire c'est bon, ouf. Mais en tout cas, ce que je peux te dire, c'est que on n'a pas fait un deuxième enfant pour stimuler Loris ou pour, je sais pas, on l'a fait pour les bonnes raisons, c'est-à-dire avoir un deuxième enfant, point barre, et construire une famille. Mais c'est vrai que la relation de ces 2 frères, elle est super puissante, qu'elle apporte énormément à Loris, parce que Ruben lui le laisse pas tranquille, le stimule. Enfin voilà, c'est super, et je pense que c'est encore une chance pour lui. Et je pense qu'en tant que parent, ce qui est bien, mais on ne l'a pas fait pour ça, hein, mais ce qui est bien, c'est qu'on est moins focalisé sur le handicap. Ça allège la charge mentale du parent parce que oui, on est moins centré sur le handicap. Et je pense qu'on offre un peu plus d'autonomie à son enfant en situation de handicap parce que oui, on est moins focalisé dessus. Donc, parce que c'est pas possible, il y en a 2. Donc, quand il faut en surveiller 2, il y a un moment où on ne peut pas être à 100% sur l'un. Donc, c'est à lui d'expérimenter, de tenter des choses. Et je pense que c'est bénéfique aussi, ça. Et le handicap prend un peu moins de place. Comment, vous en avez un petit peu parlé tout à l'heure, comment vous vivez le regard des autres? Est-ce qu'il y a des remarques désobligeantes concernant votre fils parfois? Alors, je ne pense pas faire partie de celles qui ont le plus souffert de ça, mais oui, il y a toujours des petites remarques. C'est vrai qu'en caisse, si son enfant il tient pas en place, s'il court partout parce qu'il est hyper anxieux, il peut y avoir des petites remarques assez désobligeantes, et puis j'appelle ça des phrases toxiques, quoi, des petites remarques qui font pas de bien, et puis on n'a pas forcément envie d'étaler sa vie à un inconnu, donc c'est toujours un peu perturbant. C'est vrai qu'on laisse peut-être trop de place au regard de l'autre. Moi, je me souviens, j'avais l'impression quand je me baladais en poussette avec mon fils que tout le monde savait. Les gens qui le regardaient, j'avais l'impression que tout le monde savait qu'il y avait quelque chose qui clochait. Et puis après, en avançant, je me suis dit, mais en fait, le problème, c'est moi. Le problème, c'est moi. Je donne trop de place au regard de l'autre. J'interprète trop leurs pensées, leurs attitudes, leurs phrases. Et il faut vraiment se protéger de ça, et c'est pas facile.
Voilà, c'est un exercice qui est difficile. Il faut vraiment travailler dessus parce que sinon, c'est extrêmement douloureux et tout le temps. Et il faut se dire, bon, bah, l'autre, il pense ça, mais il faut essayer de se blinder le plus possible et ne pas être tout le temps en réaction face aux autres, mais de laisser parler, de laisser agir. Enfin, peu importe, nous, on avance, nous, on construit, nous ça va. Les autres, bon, c'est leur problème. Aujourd'hui, votre fils a 6 ans. Est-ce qu'il est conscient de sa différence ? Alors ça, c'est difficile à mesurer. C'est encore un peu tôt pour nous de le dire. Après, on s'en cache pas. On a parlé... un jour, il m'a posé la question, c'est quoi un handicap ? Bon, c'est pas facile de répondre à ça. Après, j'ai répondu avec des mots simples. J'ai mis une définition. Et voilà, je lui ai parlé de sa maladie, de sa différence. Je lui ai dit, voilà, c'est pour ça que tu as tous ces rendez-vous. En tout cas, ce que je peux dire, c'est qu'aujourd'hui, il y a un petit garçon qui semble aller bien, qui semble accepter. Alors, je réfléchis là parce que je pense aussi à l'AESH qui est avec lui à l'école. Et c'est vrai que par contre, il a conscience, c'est là les enfants aussi, où il faut toujours se prendre garde d'une chose, c'est-à-dire il a pris conscience qu'il y avait une AESH tout le temps à côté. Bon, elle ne fait pas à sa place, mais voilà. Et du coup, parfois, il peut dire des choses, non, moi, je ne sais pas faire, je sais pas faire tout seul. Et voilà, il y a des choses quand même, il faut surveiller, il faut essayer de rassurer. Mais si tu es capable de faire tout ça, c'est pas parce qu'elle n'est pas là que tu n'es pas en capacité de le faire. Tu vas le faire progressivement, petit à petit, mais tu essaye au moins. Essaye. Donc, il y a peut-être l'estime de soi qu'il faut vraiment être très, très vigilant. Je pense que ça peut être un point de fragilité qu'il faut vraiment pas perdre. C'est un petit trésor qu'il faut vraiment garder. Voilà, il y a des petites phrases des fois comme ça. Maintenant, ça a l'air d'aller. Ça a l'air d'aller. Mais c'est vrai que ça peut être ça peut être un sujet plus compliqué. Je pense notamment après la primaire. Déjà, ça dépend de son orientation. Est-ce qu'à un moment, il va être orienté en Ulysse ? Est-ce qu'il va être orienté dans une autre filière ? On n'en sait rien aujourd'hui. Aujourd'hui, on va rentrer en CP traditionnel, et là, en CP, c'est pareil. On arrive à un âge où peut-être que les choses vont se tendre un peu plus. On ne sait pas. Donc, pour l'instant, ça va. Oui, pour l'instant, votre quotidien, Loris a un parcours, on va dire, entre guillemets, ordinaire. Il va à l'école tous les jours ou avec les prises en charge, c'est différent ? Alors, il va à l'école ordinaire avec une AESH. Il a des rendez-vous, beaucoup en extérieur. Donc, parce que le CESAD, il y a trop de monde au CESAD et que malheureusement, c'est vrai qu'ils ont pas assez de budget. Ils ont des vrais problèmes de budget dans ces structures-là et on sent une grosse frustration par ces professionnels parce qu'ils ne peuvent pas prendre en charge autant d'enfants qu'ils le souhaitent. Donc nous, on est obligé d'aller en libéral avec une prise en charge, mais on est obligé d'aller en extérieur, alors que le CESAD, l'intérêt, c'est qu'il est capable d'aller pendant les temps scolaires, donc ça allège le planning des parents. Nous, ce n'est pas possible. Donc ça implique qu'effectivement, il faut aller le chercher, l'emmener en rendez-vous, le ramener, et ça ponctue la semaine comme ça. Donc voilà, donc il a une scolarité, on va dire, quasi normale, mais ponctuée de rendez-vous. Et ces prises en charge, ça correspond à combien d'heures par semaine environ ? Alors, en fixe, on va avoir 3 heures de rendez-vous par semaine. Mais déjà, j'ai envie de vous dire, il faut prendre les transports. Il faut compter les transports et les salles d'attente. Déjà, c'est important. Hein. C'est important. Ça a vraiment une grande place, ces temps-là, sur le planning de la journée. Et puis après, on a des rendez-vous ponctuels. Par exemple, chez
au CHU, notamment pour la cardiologue, pour le néphrologue. Ça, c'est des rendez-vous quand on est au CHU, ou tout ce qui est échographie, tout ce qu'on doit faire pour eux. Là, je ne blague pas en disant qu'il y a, par exemple, il y a certains rendez-vous où j'ai déjà attendu 2 heures en salle d'attente pour passer. C'est pas une blague, quoi. Donc, du coup, le rendez-vous, il dure qu'une demi-heure. Mais en tout, ça a duré 2h30 dans le CHU. Et puis le temps d'y aller, de revenir. Enfin, voilà, c'est l'après-midi, elle est complètement bâchée. Donc, et ça arrive régulièrement dans l'année. Donc, je dirais, il y a eu des semaines où il y avait 6 rendez-vous. Et puis d'autres semaines, il n'y a eu que 2 rendez-vous. Mais c'est hyper variable d'une semaine à l'autre. Tout dépend des différents points de contrôle qu'on doit faire, des différents professionnels qu'on doit aller voir. C'est extrêmement variable. Et ça, je dirais, en gestion de planning, on est au top. Ça, c'est clair. Oui, en fait, je me rends compte que c'est indispensable quand on a un enfant porteur d'handicap d'avoir soit de pas plus travailler, soit d'avoir un planning, des horaires hyper flexibles. Clairement, moi, pendant longtemps, j'ai tenu bon parce que c'était important pour moi de travailler. Et il y a un truc que je ne comprenais pas. Enfin, avant la naissance de mon fils, j'étais jamais malade. Enfin, quand je dis ça, j'avais un rhume c'était très rare. Et à partir du moment où on a vécu tout ça, en travaillant en plus et en faisant les rendez-vous, en voulant être partout, clairement, j'avais une angine tous les mois. Et c'est pas une blague. Je comprenais pas ce qui se passait. Et je pense que c'était mon corps qui disait « Arrête, c'est plus possible. Tu vas plus y arriver là. » Et j'étais épuisée, je courais tout le temps et j'y arrivais plus. Et donc, au bout d'un moment, oui, j'ai arrêté de travailler parce que c'était vraiment plus envisageable de faire comme ça. Et puis en plus, moi, j'avais une certaine souplesse possible dans mon travail, mais tout le monde n'a pas cette capacité. Quels employeurs est capable de dire « Oui, absente-toi, ton rendez-vous dure 1 heure, puis finalement, vous ne revenez pas au bout de 2 heures. Ah bah oui, désolé, l'attente était trop longue. » Chez le généraliste, on voit bien, parfois on attend longtemps. C'est pareil pour tous les autres professionnels. Donc, et je tape pas sur les professionnels. Ils font pas ça par plaisir, malheureusement. Ils font ça parce que ils ont eux-mêmes des plannings de fou et que parfois il faut prendre des urgences entre deux. Je pense à un professionnel, en parallèle, il est aussi directeur des urgences. Bon, s'il a une urgence, il a une urgence. Il peut pas faire autrement. On peut pas lui en vouloir de ça. Mais par contre, c'est vrai que sur le planning du parent, c'est horrible parce que il y a un moment, ça ne colle plus avec le monde du travail, c'est plus possible. On arrive à la fin de mes questions. J'ai 3 petites dernières questions. Est-ce que vous avez un livre, un podcast ou un film qui vous a aidé et dont vous souhaitez nous parler ? Mis à part Handicapten, les blabla, le podcast d'Handicapten. Oui, parce que du coup, il y a quand même les blabla que je produis et que je réalise pour répondre aux questions des parents, s'ils le souhaitent. Après, est-ce qu'il y en a d'autres Moi, il y a le livre de Caroline Boudet qui, je trouve, qui est vraiment très chouette et qui parle de tout ça et qui est très juste. Et puis, pour avoir échangé avec elle, effectivement, c'est quelqu'un qui a une vue très, très juste de ce que vivent les parents parce qu'elle-même l'est. Mais elle en parle très très bien. J'invite chacun à aller consulter tous ses livres parce qu'elle parle à la fois du handicap, elle parle de sa fille Louise atteinte de trisomie 21 et elle parle de l'inclusion scolaire également et voilà, ça vaut vraiment le coup parce que elle traite plusieurs angles au travers de tous ses livres. Après, voilà, je peux citer elle, c'est déjà chouette. C'est déjà chouette. Après, moi, ce qui m'a beaucoup aidée, c'est de rencontrer d'autres personnes qui vivent la même chose et de me rendre compte que finalement, peu importe le handicap, et c'est aussi comme ça qu'on a construit notre projet Handicapten, c'est qu'on a beaucoup à s'apporter les uns les autres. Effectivement, il y a des particularités. Moi, je ne sais pas ce que c'est d'avoir un enfant polyhandicapé. Je prétends rien. Je ne sais pas ce que c'est d'avoir un enfant autiste.
et ce que ça provoque. Mais il y a quand même des points de convergence et une compréhension de ce que l'autre, de ce qu'on vit au sein de la famille et des impacts collatéraux que ça peut avoir. Et ça fait quand même du bien de pouvoir échanger avec d'autres parents. D'accord, merci. Je mettrai toutes ces informations en note de l'épisode. Et donc, pour finir, est-ce que vous avez une citation, un mantra qui vous motive au quotidien ? Alors, j'en ai pas, non, j'en ai pas particulièrement. C'est une bonne question, ça. Sinon, le mantra, c'était ce que je disais à Loris quand il était tout bébé. Je regardais droit dans les yeux, je disais, tu vas voir, on va y arriver. On va y arriver. Ça va être ça, en fait. Ça résonne encore. D'accord. Qu'est-ce que l'on peut vous souhaiter pour l'avenir et qu'est-ce que l'on peut souhaiter pour votre fils ? Qu'il soit heureux, qu'on soit heureux et voilà, et qu'il grandisse bien, aussi bien que possible. Voilà, c'est tout. C'est le bonheur, c'est notre seule quête, c'est d'être heureux. Ok, je vous souhaite le bonheur alors. Merci. Merci Mélanie pour votre temps, d'avoir répondu à toutes mes questions et merci pour votre sympathie. À très bientôt. Merci Pauline. Et voilà, l'épisode est terminé. Merci à Mélanie pour ce moment et merci à vous tous pour votre écoute. Si vous souhaitez en savoir plus sur l'application Handicapten, sur le podcast Les Blabla, ainsi que sur les livres dont nous avons parlé, vous pouvez aller jeter un œil dans les notes de l'épisode. Enfin, si comme Mélanie ou mes invités précédents, vous avez eu un pépin et que vous avez envie de le partager avec nous, n'hésitez pas à me contacter par mail à pépinpodcast@gmail.com. Dernière petite chose, si vous avez 2 minutes devant vous et que vous appréciez le podcast, n'hésitez pas à partager l'épisode autour de vous, à vous abonner ou à laisser un commentaire pour me donner vos impressions. Je vous serai éternellement reconnaissante. Merci beaucoup, à très vite pour un nouvel épisode.